21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver une fois de plus pour votre super production panafricaine Ouro Africa sur Info TV. Ce soir, nous allons explorer deux thématiques qui véritablement essaiment et alimentent les conversations africaines. Nous allons revenir du côté du Cameroun avec une problématique précise qui met en avant la diaspora et on va ensemble se questionner pour qui vote la diaspora, puisqu'on la sait assez politisée, assez revancharde, avec une vision bien précise de ce que devrait être le Cameroun et même en filigrane le continent africain. On se demande donc ce soir pour qui vote la diaspora, puisque les élections s'enchaînent et se succèdent. 2025 et son contingent, 2025 et le 12 octobre, ce sera du côté du Cameroun, le 25, ce sera du côté de la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. On va s'interroger pour qui vote la diaspora camerounaise, lorsque l'on sait qu'elle est cette diaspora-là et ce continent européen, américain, ces continents européens et américains sont parfois le théâtre de plusieurs meetings enflammés où l'on voit des acteurs politiques se positionner et donner ici et là, bien évidemment, des consignes de vote. Est-ce qu'elle est à l'écoute? Est-elle attentive à ces discours? Est-elle perceptible lorsque l'on évoque la présidentielle pour ce qui concerne le Cameroun le 12 octobre 2025? La question se pose en majeur et en introduction ce soir sur Ouro Africa. On reviendra aussi de façon plus précise là au Cameroun avec la candidature unique de l'opposition qui n'en finit plus de faire réagir. L'opposition est quasiment en tractation à l'infini. À chaque jour, son communiqué, à chaque jour, sa coalition, à chaque jour, sa dissolution. Est-ce qu'il y aura véritablement candidature unique? Pourquoi ça coince? C'est l'interrogation majeure qui va alimenter nos échanges ce soir. Pourquoi est-ce que l'opposition ne parvient pas véritablement à parler d'une seule voix? Autre interrogation majeure ce soir sur Ouro Africa. Mesdames, messieurs, le menu vous est proposé. Permettez-moi de prendre le verre d'eau en régie et je reviens pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour nous accompagner ce soir, 4 invités, 3 présents. Je commence par vous Jean-Moïse Mbok, désormais porte-parole de Issa Chiroma Bakari du FSNC. Vous êtes sur ce plateau. Je sais que vous êtes occupé, mais merci d'avoir répondu au pied levé à l'appel de la grosse équipe de production. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants que vous avez présentés tout à l'heure. Bonsoir à Auto Management d'Info TV, bonsoir à toutes les équipes techniques, bonsoir aux milliards de téléspectateurs aujourd'hui qui nous suivent, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique et même dans le monde entier. Le Front pour le salut national du Cameroun, tenu par le président Issa Chiroma Bakari, vous transmet aussi ses amitiés et naturellement à tous vos téléspectateurs. Nous sommes effectivement engagés dans cette élection présidentielle, tenant compte des préoccupations des populations, tenant compte de ce que nous pouvons constater factuellement sur le terrain, tenant compte des consultations qui ont été menées ça et là. Nous sommes résolument engagés pour apporter des solutions concrètes, fiables aux populations camerounaises. C'est pour ça que nous les invitons à suivre nos programmes, à nous faire confiance, parce que c'est une nouvelle dynamique et une dynamique dans laquelle la jeunesse aura la grande priorité. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok. Je précise au pied levé que nous avons pu mettre la main sur vous. Tout en face de vous, un autre habitué du panel, Timothée Somba. Il est parmi nous, directeur de publication émérite, chercheur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Bon, merci pour toute cette sympathie. Mon bonheur est heureux d'avoir été associé à cette agape intellectuelle africaine au moment où les médias se font courtiser par plusieurs acteurs de la scène politique. Je me sens
absolument privilégié de faire partie de votre panel ce soir. Merci à vous, Timothée et Somba. Puisqu'il est question de diaspora, ce soir, nous avons un acteur de la diaspora qui est parmi nous. Son parcours, justement, nous sera relayé sur ce plateau, ses difficultés, ses aventures même, puisque sa vie, à elle toute seule, pourrait faire l'objet d'un livre. Bilia Kile, vous êtes sur Ouro Africa, c'est votre toute première télévision, si je ne me trompe pas, au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Stéphane. Je tiens aussi à remercier toute la diaspora et toutes les personnes qui se battent pour que les élections présidentielles se déroulent bien. Je remercie aussi tout l'opinion publique et tous les Camerounais qui ont rempli leur devoir de vote. Alors, Bilia Kele, pas besoin de le cacher, tout le monde connaît ce qui nous a fait connaître, si je peux m'exprimer ainsi, cette fameuse gifle à Lyon qui a ému toute la toile, qui a fait quasiment de vous un héros pour certains, un diable pour d'autres. Aujourd'hui, vous êtes au Cameroun, c'est un séjour ou alors un retour définitif, ou alors c'était pour se ressourcer en attendant de décoller? Au départ, ça a été un retour pour se ressourcer un peu. Après tant d'événements avec la base contre la base, la brigade anti-Sardina. Et après les événements de Lyon, certaines personnes ont vu cette magnifique gifle, parce que je vais l'appeler magnifique. Vous dites magnifique, mais c'est l'acte de violence. On ne va pas promouvoir la violence sur ce plateau, M. Akile. Vraiment. C'est un acte de violence parce qu'ils ont commencé aussi par la violence. Il fallait qu'on leur montre qu'on peut passer aussi par la violence. Alors, on va préciser à la réalisation que ce sera la seule fois qu'on diffusera cet élément-là, justement parce qu'il n'est point question de promouvoir la violence sur ce plateau. On va plutôt, justement, avec vous, parler de votre expérience au sein de la diaspora, mais surtout, voir pour qui cette diaspora-là oriente son choix lorsqu'il est question de politique, puisque nous sommes à l'orée d'une présidentielle importante pour le Cameroun. Merci d'être là. Je précise que vous aussi, vous arrivez au pied levé sur ce plateau. Lui aussi, il a fait le déplacement, un déplacement impromptu, mais il a tenu à nous honorer de sa fidélité. Le doyen François Bikoro aussi est parmi nous. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, souhaitons surtout la bienvenue à cette diaspora positive. Vous savez que les informations qui partent du Cameroun vers la diaspora sont des informations de mort, de pillage, de vol d'invectives, des acteurs politiques qui s'insultent à longueur de journée, l'hyperbolisation des actions de l'État et de l'armée camerounaise sur les fronts. On donne l'impression que rien n'avance. Oui. Au moins quand il va rentrer, il va d'abord dire qu'il a été très bien accueilli par une télévision citoyenne, oui, qui est Info TV, qu'il a été accueilli dans un antre du multiculturalisme mondial qu'on appelle le panafricanisme, mais il va surtout rassurer qu'il a marché dans les villes de Yaoundé sans problème. C'est pour cela que nous devons l'accueillir ici avec enthousiasme. Oui. Parce que nos enfants qui sont allés de l'autre côté pour apprendre à lire le bois au bois savent très bien que nous sommes pleins de bois ici. Mais chaque fois, c'est d'autres qui viennent nous apprendre à lire le bois au fer et le fer rouille. Bienvenue à mon petit frère que j'ai adoré, que j'ai regardé. Vous avez adoré Bilia Kele pour son geste? Non, ou alors pour la notoriété, le buzz qu'il y a eu autour de son geste? Oui. Pour son geste, pour la prise de conscience qu'il a insufflé au sein de la jeunesse camerounaise, en leur disant qu'il est possible que quand nous sommes dos au mur, qu'on sache savoir s'arrêter. Oui. Rien que pour cela, quand il va rentrer, je lui promets qu'on va faire un tour dans mon village. Il va boire du bon vin de palme. Il va s'assurer qu'il y a encore beaucoup de champs ouverts pour la construction de notre pays. Oui. Et que les élections ont simplement pour rôle de s'arrêter un instant, faire le bilan de la marche qu'on a parcourue et laisser le champ ouvert à tous ceux qui veulent construire, de trouver leur rôle et un objectif qui est commun, celui de la paix au Cameroun. Merci, doyen Bikoro. Ceux qui sont attentifs à nos différentes plateformes se seront rendus compte que la programmation initiale de Ouro Africa de ce soir a connu un léger bouleversement qui n'est pas de notre fait. On va s'en excuser et on va tout de suite donc prendre la thématique principale, l'une des thématiques qui va nous interpeller ce soir. On va commencer par vous, Timothée Somba, du présidentiel 2025 au Cameroun, si vous voulez. Pour qui vote la diaspora? La diaspora, en 2018, a massivement voté pour le candidat Paul Biya du RDPC.
Il a été vainqueur de l'élection présidentielle à ce niveau-là. À partir de ce constat, de ces statistiques, on peut estimer que la diaspora vote pour le président Paul Biya. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Pourquoi? Parce que on dénombre sensiblement 6 à 7 millions de Camerounais qui vivent dans la diaspora. Mais aujourd'hui, je viens de consulter le fichier électoral de l'ECAM, c'est 18 000 qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous voyez donc qu'il y a un fort gap entre la diaspora de la clameur, du bruit, et la diaspora positive qui a tenu à conserver et à préserver ses acquis nationaux. Beaucoup se sont plaints du système électoral qui ne leur permet pas de beaucoup s'inscrire sur les listes électorales. Mais c'est la loi. Il faut, pour s'inscrire sur les listes électorales, rester camerounais. Oui. Et il leur manque une pièce qui détermine ou alors qui continue d'officialiser leur camerounité. Ça s'appelle la carte consulaire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On peut les catégoriser en 2 grands blocs. Le bloc des sans-papiers, qui n'est pas connu par les représentations diplomatiques du Cameroun dans la diaspora, et ce sont eux qui s'illustrent beaucoup par les casses, et le bloc de ceux qui ont déjà acquis la nationalité du pays d'accueil. Dans un contexte où le Cameroun n'admet pas la double nationalité, la loi est claire. Tout Camerounais qui acquiert une nouvelle nationalité perd d'office la nationalité camerounaise. Autant le sans-papier ne peut avoir la carte consulaire étant à l'étranger, autant le Camerounais qui a pris une autre nationalité ne peut avoir la carte consulaire. Résultat des courses, et là on peut subodorer que les 18 000 qui sont inscrits sur les listes électorales représentent sensiblement les Camerounais en règle et susceptibles de participer au processus électoral. On aura le temps de pérorer ou d'épiloguer sur les motifs de la non-inscription plus tard, mais le constat de 2018 voudrait que la diaspora vote pour le président Biya. Alors, je vais prendre tout de suite l'expérience de Billy Akele qui est sur ce plateau. Alors, vous, on vous a vu faire éruption sur la scène en 2018 avec justement la fameuse gifle. Mais bien avant la gifle, on a vu ces manifestations sur justement les lieux où le président Biya et sa suite passaient leur séjour. Est-ce que ce type d'acte, ces revendications, ces protestations que l'on a souvent vues du fait de la diaspora, est-ce que ce sont des actes politiques ou alors c'est juste des actes spontanés où des gens estiment qu'ils ne sont pas écoutés au pays et qu'ils peuvent venir, donc lorsque le président est en France, en Suisse, venir lui faire passer un message? Déjà, je vais dire qu'on ne s'amuse pas avec les institutions du pays et surtout ceux qui les incarnent. J'aimerais passer le message aussi aux gars de la base, aux gars des activistes, et la diaspora négative, comme je vais l'appeler, que le président Paul Biya, c'est pas n'importe qui. Oui. C'est pas n'importe qui. En sont-ils conscients lorsqu'ils viennent casser, chanter sous ses portes? Déjà, je vais les traiter un peu de villageois, parce que nombreux sont arrivés en Europe, ils ne savent pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. Oui. Ouais. Et je sais aussi qu'il y a nombreux parmi eux qui n'ont pas fait ce qu'on appelle l'éducation civique. Oui. Parce que le respect du drapeau et le respect des institutions du Cameroun, et surtout le premier Camerounais, qui est le chef de l'État, Paul Biya, c'est venir à son hôtel faire le désordre, casser les ambassades, déchirer le drapeau et consorts, c'est... C'est ce qui vous a révolté lors des fameux événements que vous avez senti que votre président était méprisé et il fallait aller combattre contre les gars de la base? Moi, ça c'est ça qui m'a révolté parce que oui. nous, je peux dire, nous de la diaspora positive, voir le président comme en Europe, peut-être, c'est une joie, c'est une fierté. Parce que c'est pas à tout moment qu'on le voit. Et vous allez arriver à l'hôtel du chef de l'État pour aller acclamer le papa. D'abord, c'est un papa. Acclamer le chef de l'État, voir votre président, le solliciter pour certaines choses. Parce que nous sommes en Europe,
c'est pour chercher et venir reconstruire le Cameroun, comme lui-même l'avait dit, chacun doit venir avec sa pierre. Oui. Ouais, pour construire le Cameroun. Mais pas négativement, parce que ils sont nombreux aussi là qui n'ont pas de papiers. Parce que je sais ce qui se passe. Pour avoir peut-être l'asile, il faut mentir. Ils savent de quoi je parle. Il faut mentir, il faut avoir certains actes qui prouvent peut-être que vous êtes recherché au Cameroun, ça vous donne l'opportunité d'avoir l'asile. C'est là, modus operandi, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'ils opèrent. Oh là là. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc en cassant, en ayant les interdictions, arriver au Cameroun, ça lui donne facilement dans le titre de séjour. Oui. Ouais. Soit la protection internationale, soit l'asile. Mais là, est-ce qu'on ne trahit pas son pays en se comportant comme ça? C'est vraiment une trahison parce que c'est des gens qu'on ne parvient pas à comprendre. On ne parvient vraiment pas à les comprendre. Moi, déjà, c'est des personnes avec qui je ne peux même pas fonctionner. D'autant plus que vous avez justement eu affaire à eux, Billy Akele. Je veux leur dire quelque chose, je veux leur passer un message en leur disant que, bon, même s'il faut qu'on revendique quelque chose, on voit peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas au pays. Ce n'est pas en Occident qu'on va revendiquer, il est mieux de rentrer au Cameroun et venir s'exprimer. Pas avec la violence, c'est pas en cassant le drapeau, en cassant l'ambassade. Moi, je veux leur dire que l'ambassade déjà n'a pas de propre exemple. Vous étiez là lorsque l'ambassade était saccagée à Paris? Là, j'étais encore, j'étais hors des réseaux sociaux. Oui. Moi, j'entre dans ce combat. Déjà, je suis à Lyon, je suis un peu effacé, personne ne me connaît. Oui. Moi, pour la première fois, on m'annonce que le président de la République arrive dans ma ville à Lyon. Moi, c'était une joie d'aller le voir parce que nous, pour la diaspora politique, on avait l'opportunité de se rapprocher de l'hôtel. Moi, en venant, je connaissais pas ce qu'on appelle la base. J'arrive à l'hôtel du chef de l'État, je trouve tout un monde en insultant pour bien assassin, Macron complice, bloquant le cortège présidentiel, cassant. Je pose la question au gars qui me dit, c'est que ça, on est qui ça? Il me dit, attends, tu vas le connaître. Tu vas bien le connaître. Avec tout ce désordre que je voyais un peu de partout, bon, ça est monté dans la tête, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a les Camerounais comme ça? Ils me disent que non, c'est les Camerounais. Il y a 100 à 80%, c'est des Camerounais d'une communauté. Oui. Ouais, c'est un peu... C'est un peu ça le souci. On revient vers vous plus tard, Billy Akele. Autant pour nous, le plan de la vie et de Jean-Moïse Mbok sur le plateau. Alors, cette historique de la diaspora avec le pays natal ne date pas d'aujourd'hui. Même sous le président Ahidjo, il y avait cette peur de la diaspora. On la disait souvent enivrée politiquement, assez politisée, assez critique aussi de la gouvernance, des choix idéologiques et même politiques. Nous sommes en 2025, rien n'a changé. Les mêmes sont toujours là, ils sont toujours aux fenêtres des chefs d'État. Le chef d'État camerounais, en l'occurrence, reçoit à chaque fois les foudres de leur colère. Même les membres du gouvernement aussi passent à la trappe désormais. Quelques acteurs de la société civile et même les artistes désormais, tout le monde y passe. Est-ce que vous comprenez ce message à l'expérience de M. Akele qui, lui, en a eu marre et aller faire usage de violence contre eux? Ceux-là, cette diaspora-là particulièrement. Alors, moi je vais déjà, pour répondre à votre question, classer la diaspora en 3 catégories. La première catégorie, par avoir plus et par avoir moins. La première catégorie, c'est celle que j'appelle la diaspora de la haute. Ce sont les fils des autorités, les fils des grands, ce sont les nantis, ceux qui sont devenus riches ou qui ont fait fortune par leur relation avec le système. Et naturellement, celle-là qui est fortement politisée, comme vous disiez, mais politisée appartenant à un parti politique. Notamment parce que quand vous regardez un peu les meetings qui se passent à la diaspora, il n'y a qu'un seul parti, à mon sens, qui est organisé et qui interfère facilement avec la diaspora, c'est le RDPC. Maintenant, on a parfois vu le PCRN, on a parfois vu les autres partis, mais l'autre, je ne vais pas le citer parce que ce n'est pas des meetings politiques. C'est pas des meetings. Donc il y a la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux-là que moi je vais appeler les débrouillards, les frustrés, ceux qui sont, entre guillemets, abandonnés à leur sort. Oui. Et c'est donc eux qui revendiquent. C'est eux qui posent les vrais problèmes sur la table. Et là, je la rapproche dans ce que M. Akele disait, c'est la diaspora positive. C'est-à-dire qu'elle
elles ne font pas ami avec le système. Et quand elles revendiquent des choses sérieuses. Et elles revendiquent de manière responsable. Et il y a une diaspora comme ça, qui écrit au Mirex, qui écrit à la primature, qui écrit au chef de l'État. Écoutez. C'est là justement que votre question est excellente, elle vient au bon moment. Cette diaspora-là donc, qui se dit, estime ne pas être écoutée, et je dis estime parce que je me souviens quand même qu'il y a eu plusieurs réunions ici au Minerex sur la question qu'a évoquée Timothée Somba, la double nationalité par exemple, et les raisons pour lesquelles certains n'avaient pas les documents, tout a été bien expliqué, et Timothée a bien fait de rappeler cela pour que ceux qui nous suivent comprennent que ce n'est pas des cartes qu'on donne aux gens au faciès, mais c'est qu'il y a des conditions qu'il faut remplir. Cette diaspora-là donc estime qu'elle n'est pas écoutée, elle estime qu'elle n'est pas suivie, et puisque en retour, il n'y a que des explications parfois très techniques et sans détail, j'ai envie de dire, sans communication sociale, cette diaspora-là donc estime qu'on ne veut pas les écouter, on ne veut pas échanger avec eux, mais elles parfois disent leur déception, leur frustration et ainsi de suite. Et il y a la troisième catégorie qui profite des revendications, des récriminations de la diaspora positive, qui est donc essentiellement constituée des ennemis du système. Ils sont foncièrement ennemis du système, ils en veulent au système, et très souvent quand vous posez la question, qu'est-ce que vous revendiquez, qu'est-ce que vous dites, ils vont vous ressortir ce que la diaspora positive met sur la table, et avec donc maintenant, à corps et à cri, il faut qu'ils partent, on en a marre, on ne veut plus, alors que la diaspora positive veut un dialogue, veut un échange, veut comprendre pourquoi ça ne marche pas. Eux ils disent, on a trop attendu, maintenant il faut casser, il faut gâter, il faut qu'on évolue. Ça fait donc que la troisième catégorie, les ennemis du système, ils ne sont pas utiles au fonctionnement serein de la nation dans les méthodes qu'ils choisissent d'utiliser. Parce qu'on peut être ennemi du système sans casser les ambassades, on peut être ennemi du système sans invectiver, injurier. Nous sommes quand même des Bantous, le patriarche que nous avons comme chef de l'État. On peut ne pas être d'accord avec la façon de faire. C'est là donc que nous, la société civile et les partis politiques, leur disons que le meilleur moyen de vous exprimer, c'est d'adhérer. Est-ce que vous comprenez par exemple l'acte de M. Akele? Même si nous ne le défendons pas, cette colère froide d'un Camerounais qui estime qu'il n'est pas normal qu'on aille par exemple vociférer sous la fenêtre du chef de l'État qui se repose en France. Oui, il a réagi comme ça parce que lui, il comprend le rôle de l'ambassade. Les autres ont visiblement montré qu'ils n'étaient pas là pour dialoguer. Ils étaient là pour salir, ils étaient là pour humilier, ils étaient là pour injurier. Vous savez, il faut à un moment donné qu'on dise les choses comme elles sont. Le problème que les Camerounais posent est un problème qui peut trouver solution dans le dialogue, la concertation et le respect de tous. Et pour donc qu'on arrive aux solutions, il faut simplement que ceux qui gouvernent comprennent que le peuple, parfois, c'est comme le dernier né, c'est comme les enfants capricieux, qui parfois ont besoin qu'on leur montre juste qu'on a leur temps, pour parler comme au quartier, qu'on leur montre qu'on suit leurs préoccupations, et ça suffit pour calmer certains. D'autres qui sont ennemis du système, et qui ne veulent pas dialoguer, qui ne veulent pas suivre le canon normal, parce que quand je ne suis pas d'accord avec une façon de faire de mon pays, je m'adresse à mon ambassade, je vais rencontrer l'ambassadeur et je pose le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis persuadé que, pour le cas de la France, en tout cas, l'ambassade est ouverte, les consulats sont ouverts de manière à ce que, jusqu'à Lyon et ainsi de suite, chacun peut aller vers l'autorité et poser la question. Comme eux, ils ne cherchent pas la solution de manière normale, ils veulent juste déranger. Ils montent dans d'un cran et tombent dans l'invertif. Je suis d'accord avec M. Akele parce que je crois que c'était le ras-le-bol. Il a dit, c'était l'étonnement, c'était la surprise et il fallait arrêter la folie. Mais nous disons simplement ici que tous les problèmes que la diaspora pose, nous souhaitons vraiment qu'elle choisisse de suivre le canal, de suivre un canon, d'entrer en politique, d'adhérer à un parti politique et maintenant de soumettre leurs problèmes de manière à ce qu'il y ait des solutions républicaines. Merci Jean-Maurice. Je prends les réactions telles qu'elles viennent puisque nous en avons certaines qui viennent du Gabon. Bonsoir Stéphane. Honnêtement, je suis vraiment mal quand je vois des personnes aussi intellectuelles comme les Camerounais se faire dompter pour de l'argent. Regardez la désolation avec l'activiste sur le plateau qui est venu mendier des faveurs du régime. Car il a un bilan négatif d'où il revient. Regardez vous-même la fuite des intelligences vers l'Occident. Cela ne demande pas d'une bonne gouvernance. Alors, monsieur Akele, vous êtes revenu mendier les faveurs du régime lorsque vous revenez au Cameroun. Lorsque vous êtes au Cameroun, le régime vous a donné quelque chose?
Je vais d'abord répondre à l'internaute qui a écrit pour lui dire que... C'est un Gabonais, hein, je précise. Non, c'est quelqu'un qui appelle du Gabon. Voilà. La nuance. Voilà, effectivement. Le patriotisme ne se paye pas. Et ça ne se mendie pas. Oui. Déjà en Europe, j'avais un boulot qui ne me permettait pas d'aller m'exhiber dans les hôtels où logeait le chef de l'État. Parce que je n'avais pas le temps. Toutes ces personnes qui sont tout le temps devant les ambassades, dans les rues, c'est des chômeurs, quoi. Parce que normalement, le vrai Camerounais qui se bat en Europe n'a pas le temps. On n'a pas du temps. Et dire que je suis venu mendier au Cameroun. Bon, je suis venu mendier dans les projets. Oui. Oui, pour construire le Cameroun. Vous en avez beaucoup. On revient vers vous plus tard, monsieur Akele. Alors, bonsoir. Je vais d'abord donner la parole au patriarche Bikoro parce que là, véritablement, ça va dans tous les sens. Patriarche, comprenez-vous cette folie douce qui envahit souvent l'espace public lorsque l'on évoque les questions inhérentes à la diaspora? À peine 15 minutes d'émission, on est à 1000 insultes. Quasiment chacun a son mot à dire, mais personne ne pense à la construction du pays. Les mots ont leur sens. Il y a une diaspora noire africaine. Oui. Il n'y a pas de diaspora camerounaise. Il y a des migrants. Des gens qui sont allés pour des raisons diverses chercher pitance. Ils ont deux choix. Ils deviennent une diaspora et deviennent des nationalités étrangères, comme les Juifs. Et les Juifs américains qui n'ont pas l'intention de rentrer en Israël. Ils s'intéressent aux cousins qui sont restés et ils travaillent dans un impact économique, social et culturel pour que ces gens-là soient à l'aise. Les migrants, ça peut être des migrants passifs, oui, comme les étudiants, des gens qui travaillent dans les organisations internationales avec leur famille. Ils y sont allés, comme le tirailleur sénégalais est parti en son temps. Maintenant, il y a les migrants actifs, ceux qui cherchent un ancrage. Ils sont encore en train de chercher un ancrage. Ils espèrent que si l'ancrage ne marche pas, que leur pays se souvienne qu'ils sont partis là-bas. La deuxième chose que nous faisons souvent de faire, c'est qu'on oublie de dire que vous faites un point d'ancrage sur les migrants occidentaux, alors qu'il y a 39 pays en Afrique où se trouvent des Camerounais. Oui. On n'a pas entendu qu'ils ont cassé une ambassade de ce côté. Cela suppose qu'il y a une complicité pernicieuse et tacite dans le respect de la réglementation internationale en matière de migration et les pays qui sont visés par ces actes que l'on peut qualifier de négatifs. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vient de vous définir de quelle catégorie se trouvent ces gens. Donc il faut donc rassurer toutes les migrations camerounaises qui se trouvent dans tous les pays qu'en réalité il faut créer une situation qui leur permette de ne pas changer de nationalité si ce n'est pas nécessaire. Oui. De rester Camerounais, mais il faudrait qu'il y ait un ancrage qui leur permette de rester Camerounais. Alors, ils mettent en avant cela, justement, la question de la double nationalité qui leur empêche d'exercer... Je viens de vous définir tout à l'heure que dès que vous avez une nationalité autre que celle de votre pays, vous êtes dans la diaspora. Les diasporiens n'ont pas l'intention de rentrer. Donc toute leur clameur ne nous servira jamais à quelque chose. Quand vous avez choisi d'être Gabonais, c'est un choix, mais ça n'empêche pas que vous soyez d'origine camerounaise. Mais vous acceptez bien ces Gabonais, ces Français, lorsqu'ils viennent aider au football, par exemple? Je suis en train de vous dire que les migrants sont ceux qui partent et ont l'intention de revenir. Les diasporas n'ont pas l'intention de revenir, mais ça ne leur coupe pas la ligne et le pont avec leur pays d'origine. Une fois que je l'ai dit, il sera difficile de percevoir à quel moment le candidat à l'élection présidentielle au Bénin, qui s'appelait Zinsou, travaillera pour le Bénin ou pour la France, où il est français et travaille dans une grande banque. Ce sont ces incompréhensions qui font que lorsqu'on revient sur le terrain politique, c'est le seul endroit dans les Afriques, ouais, que je n'ai plus parlé de l'Afrique, oui, où celui qui se sent mal à l'aise estime que les politiques ont plus d'ancrage à atteindre les opinions et les gens qui prennent la décision que tous les autres secteurs d'activité. C'est pour cela que vous voyez les gens profiter
des activités politiques parce que vous-même les médias, vous mettez un ancrage plus solide quand il y a des activités politiciennes que quand on vous dit qu'un enfant a créé quelque chose qui peut aider l'humanité et que son pays n'avait pas les moyens de le retenir, c'est un autre pays qui l'a accueilli. Celui-là, s'il entend qu'il a fait quelque chose qui fait avancer l'humanité, ça peut être le cas du footballeur, oui. Ça peut être le cas du médecin, à Tulzan, c'est quoi, c'est à Tulzan, oui. Voilà. Voilà donc des gars qui ont été forcés à partir, pas parce que le pays ne les aime pas, mais parce que les domaines où ils ont excellé ont plus d'ouverture dans les pays où ils s'en vont. Mais ça ne veut pas dire que le cardioparc qu'il a créé ne peut pas s'installer au Cameroun. Tout à fait. Maintenant, il vient encore de vous définir qu'en réalité, c'est une construction internationale. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de mettre les croix rouges sur certains pays africains. Alors, par le fait que vous utilisez... Oui. Puisque l'émission est interactive et qu'on fait l'émission avec nos téléspectateurs, surtout ceux du Gabon, ils sont très nombreux ce soir. C'est M. Ndomba, depuis Libreville, qui me rappelle que depuis le début, aucun panéliste n'a répondu à la question posée. Je ne sais pas. Bonsoir à vous. Jusqu'à présent, aucun panéliste n'a répondu à la question posée de savoir pour qui vote la diaspora. De mon point de vue, une grande partie de la diaspora camerounaise, éveillée et précise, ne vote pas pour l'actuel président candidat. Timothée Somba nous a dit que la diaspora a plutôt choisi l'actuel président du Cameroun en 2018. Non, je viens de vous dire que dans le narratif langagier, le seul pont bruyant, visible, tonitruant, c'est le pont politicien. Oui. On n'a pas encore eu un colloque international pour dire tous les médecins qui sont au Canada, voilà ce qu'on va créer pour que vous reveniez. J'ai même lu là, il y a eu, je crois qu'il y a près de 4 ou 5 pages de la SND 30 qui donne un ancrage à la diaspora au plan économique, culturel et social, mais pas au plan politique. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que le plan politique ne nous permet pas de savoir à quel moment vous êtes sérieux avec votre posture. Je vous ai pris un exemple, c'est-à-dire de quelqu'un qui est parti de son pays d'adoption, qui est venu concourir à l'expression du suffrage dans un pays africain. Là, il fait un meeting, on lui pose une question, il ne sait même pas là où se trouve-t-elle par la cour et autres là. Et dès que l'élection est finie, il a repris sa route normalement pour aller retrouver son poste de travail là où il se trouvait. Je dis donc que les acteurs politiques ont donc compris qu'ils peuvent actionner ce volet des Camerounais qui sont à l'étranger pour peut-être, parce qu'ils savent que les médias vont tous accourir de ce côté pour faire passer un message. Mais le problème, c'est de savoir si on décèle, si on décode rapidement leur message. Et vous dit que même quand ils veulent donner un message, est-ce que c'est en allant casser une ambassade que vous allez faire passer un message? C'est un peu difficile. Maintenant, quand on vous donne l'opportunité, dans l'ancrage politicien que vous avez choisi pour vous exprimer, et l'expression ici, c'est aller s'inscrire sur les listes électorales, comment donc comprendre qu'on soit 7 à 8 millions de Camerounais qui sont à l'étranger? On vous donne l'opportunité d'avoir une causerie amicale avec votre pays d'origine et vous refusez sciemment d'utiliser ce créneau de s'inscrire sur une liste électorale et de voter. Moi, j'ai une tante qui, depuis, quand il y a eu ces histoires-là, a passé 4 jours à Paris sans avoir là où elle dort, parce qu'elle venait pour faire une transaction à l'ambassade et au consulat. Elle a trouvé qu'on a tout cassé, la police française a tout fermé, elle n'avait pas là où habiter. Voilà donc 2 diasporas qui vont s'entretuer inutilement, psychologiquement. Il y a une diaspora qui va vous dire, si c'est comme ça que vous croyez qu'on va avoir un ancrage, à travers un module politicien, nous préférons l'autre module qui, lui, ne nous donne pas l'opportunité de réagir de cette manière. Et moi, je ne veux pas dire, comme mon petit frère qui fait des recherches dans ce sens, vous avez compris que les Camerounais qui sont à l'étranger, qui sont de 2 types de diaspora, comme il a défini tout à l'heure, il y a certains qui veulent un ancrage de dialogue, mais pas le type de dialogue que les autres veulent leur imposer. Et ayant déjà identifié au sein de cette diaspora ceux qui sont des migrants et ceux qui ne sont pas des migrants, ils se disent que certainement, le 12 octobre, il vaut mieux encourager l'axiomètre qui ne donne pas une mauvaise image ici au pays. Merci. Bonsoir, c'est Abel depuis Menganga. Moi, je pense que la diaspora ne connaît pas vraiment les problèmes du pays.
Le parti au pouvoir a tout gâté dans ce pays. Depuis 43 ans, ils n'ont rien fait. J'appelle les Camerounais de voter n'importe qui, sauf eux, surtout la diaspora. Alors, c'est votre contribution. Bonsoir à vous, le panel, que le monsieur en blanc ne nous distrait pas. Ne distrait pas les Camerounais, car on voit bien de quel parti ils militent. Oh là là. C'est vrai que c'est difficile lorsque on s'exprime et... Tu votais ce blanc. Alors, je préfère prendre ce qui me paraît plus pertinent, une analyse de M. Somba. Alors, si les mêmes causes, selon la célèbre formule scientifique, reproduisant les mêmes effets, est-ce que vous pensez que le vote de la diaspora, qui en 2018 était acquis à justement la formation politique que l'on connaît, celle du président en exercice, est-ce que on ne va pas vers le même schéma avec une même victoire lorsque l'on sait que fondamentalement rien n'a véritablement changé à part que la violence s'est accentuée dans la diaspora camerounaise? Non, on s'achemine inéluctablement vers le même choix pour une raison simple, c'est que la diaspora qui s'inscrit sur les listes électorales est une diaspora structurée. Oui. Ce n'est pas des badauds. La plupart sont affiliés au RDPC. J'en connais pléthore. Ils ont la carte de parti, ils ont des comités de base à Londres, à Paris, à Washington, à New York. Ils sont très bien structurés. Ils tiennent des congrès, ils ont des conférences et ils sont éclectiques. Pourquoi c'est eux seuls qui sont structurés comme ça? Non, parce qu'ils sont responsables, ils investissent au pays. Je vais citer un qui est leader politique à Londres, Chaman Ossian. Ils sont très bien structurés, il n'y a pas de désordre. Et ils s'organisent pour s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'ils ont un objectif, c'est de faire gagner leur candidat. Oui. Le problème, c'est qu'il y a une autre diaspora. Celle qui a déjà son candidat non négociable. Ce soir, je ne vais pas prononcer son nom. Merci. Parce que quand on prononce son nom, c'est le téléphone peut exploser. Il y a une diaspora qui a déjà son candidat et qui est sorti du giron politique. Oui. Parce que leur candidat leur a dit qu'aller à l'élection face au RDPC ne sert à rien. Il faut casser. Comme Hegel a dit qu'on ne demande pas les clés, on casse la porte. Ils ont donc décidé de casser la porte, d'utiliser la rue en Occident et la rue au pays. Ils sont les plus nombreux, ils sont les plus bruyants, mais ils ont ce problème, c'est qu'ils ne sont pas, structurés. Aujourd'hui, par exemple, il y a deux basses, oui. Une basse modérée et une basse violente. Ils ont plusieurs nationalités et en leur sein, il y a des mercenaires. On va retrouver des sans-papiers ivoiriens et c'est bien là que le doyen tout à l'heure a parlé de qui est diaspora finalement, qui ne l'est pas. Donc, ils ont une sorte d'atome crochu, oui. De frustration, qui font donc qu'on retrouve une structure à coloration multiple, qui seront nombreux au meeting de X à Paris. Tu vas avoir les mêmes gars nombreux au meeting de tel autre opposant africain dans telle autre ville d'Europe. Oui. Il est donc comme ça de ville en ville. Vous dites. Oui. La première année après les meetings, ils dressent des petites tentes avec des parapluies pour dormir. C'est beaucoup. Ils dorment dans la rue. On a vu en Belgique, ils dorment dans la rue. Ils parlent beaucoup. Stéphane Barga, ils n'ont pas le choix. Bon, ne soyez pas péremptoire. À ce moment-ci, non, je parle en termes de majorité, de proportion. Okay. Ils souffrent d'un problème. Ils ont perdu les papiers du Cameroun. Certains sont arrivés par la mer. Oui. Par route, le désert et autres. Les papiers d'ici, ils n'ont pas. Tout à fait. Les papiers de là-bas, ils n'ont pas. Ils deviennent même des apatrides. Parce que finalement, on ne sait pas s'ils sont d'ici ou d'ailleurs. Parce qu'il faut rappeler que quand on prend la mer, on est obligé de jeter tous les papiers. On est obligé de jeter tous les papiers, les diplômes, ils ont tout perdu. Oui. Vous pouvez donc comprendre la frustration, l'aigreur qui les anime. Surtout lorsque le seul point de dialogue que le gouvernement ouvre, c'est le point de dialogue avec la diaspora structurée. Parce que sans papier, vous n'allez pas entrer dans l'ambassade. Oui. L'ambassadeur de France, M. Magnus Ekoumou, a essayé d'ouvrir une passerelle de dialogue avec la basse et autres.
Mais ils ont fini de causer un 20 mai, parce qu'il les a reçus un 20 mai. Ils ont fini de causer un 20 mai. Et peu de temps après, ils se sont encore illustrés par des tentatives de casse. Pourquoi? Parce qu'ils sont gourifiés par leur messie qui leur dit n'acceptez pas ces tentatives de dialogue. C'est l'heure du changement, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela, et on va l'obtenir uniquement avec les 50 morts, avec ainsi de suite, avec ainsi de suite. Donc, ils sont plus appâtés par un tel discours que par un discours républicain. Je suis d'accord. C'est pas parce que votre enfant a dérivé, qu'il n'a pas les papiers, qu'il faut lui fermer les portes. Je ne suis pas personnellement favorable à la double nationalité, parce que la double nationalité est un très grand danger pour les pays africains qui sont faibles face à l'Occident. Mais je suis pour une réelle ouverture, une réelle mise en place d'un cadre d'expression pour ceux-là qui aujourd'hui sont comme des laissés pour compte. Parce que voyez-vous, même les cartes d'identité, certains n'ont pas. Et un homme comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Et je me sortir, pardon, en donnant cette petite précision. Quelque chose va nous surprendre, c'est que dans la diaspora camerounaise inscrite sur les listes électorales, le plus gros effectif en Afrique, ce n'est pas en Europe. Donc les Camerounais inscrits majoritairement sur les listes électorales sont au Gabon, en Guinée équatoriale, au Nigeria. La France vient en 4e position. Merci. Pourquoi les chaînes nationales n'invitent pas tous ces leaders politiques autour d'un débat pour débattre sur des questions nationales? Patrice Ngongang. Alors, M. Ngongang, ils ne viendront pas. Certainement, vous découvrez Info TV, on ne fait que ça sur nos antennes. Inviter les leaders à venir débattre. Certains viennent, d'autres ne viennent pas. C'est la vie. Bonsoir. Le RDPC est le seul parti politique qui est actif et fonctionnel. À la diaspora, beaucoup sont des hors-la-loi. Ils ont au moins triple identité. C'est vous qui le dites. Bonsoir. Mongou Christian depuis Douala. C'est dommage que personne sur le plateau n'aille au-delà du fait que des actes répréhensibles sont commis, au-delà du fait que ces actes doivent être sanctionnés. Quelles sont les causes profondes? Qu'est-ce qui explique que les Camerounais puissent employer de telles méthodes? Qu'est-ce qui explique que les Camerounais, normalement constitués, aillent poser les actes que nous avons vus en 2018? Saccage l'ambassade du Cameroun en France, dévalise, urine, excusez-moi le terme, sur la photo du chef de l'État, installe un autre et disent que désormais l'ambassade leur appartient. Déjà, je les traite de frustrés. C'est de frustrés. Je vais leur dire encore, moi j'ai pris, il y a le grand qui a parlé de ça tout à l'heure, j'ai pris la route. Moi j'ai pris la route, je suis passé par la Libye, il y a beaucoup d'années aujourd'hui. Je pouvais bien faire comme eux en Europe. Je pouvais bien faire comme eux. Je leur dis, le Cameroun ne chasse personne. Quand ça ne va pas, tu trouves des moyens, mais pas pour aller nuire. Pas pour aller nuire, pas pour aller déranger. Parce que déjà en Europe, ils nuisent d'abord aux étrangers qui vivent chez eux, à la tranquillité des citoyens peut-être français. Oui. En bloquant les routes, quelqu'un va aller au travail, il arrive au travail en retard parce que certains frustrés ont bloqué la route. Est-ce que vous avez l'impression que certains pays sont complices de ces faits-là? Est-ce qu'il est normal et possible que, par exemple, il y ait des Belges ou des Français qui s'en aillent casser leur ambassade ici à Yaoundé sans que le gouvernement camerounais, qui est censé assurer la protection justement de l'ambassade, ne réagisse? Est-ce qu'il y aurait des complicités, selon vous, la perception que vous avez entre ces États-là et quelques-uns de ces personnages? Selon moi, déjà, la France est pour, parce qu'ils ont légalisé la base. La base est légalisée. Est-ce qu'ils ont légalisé les actes de la base? Ils ne légalisent pas les actes de la base, mais pourquoi? Je pose aussi la question, pourquoi ils ne réagissent pas quand la base agit? Ça veut dire qu'ils sont pour qu'on humilie le chef de l'État, pour qu'on vienne faire des casses, pour qu'on vienne empêcher son séjour en Europe, parce que quand le président français arrive ici, je pense que c'est presque à 15 km que la population est là pour l'accueillir. Oui. Mais chez eux, on se retrouve avec des personnes, des frustrés qui entrent même, qui peuvent entrer dans l'hôtel du chef de l'État, où il séjourne, pour l'insulter. On voit certaines personnes même. Je vais revenir sur le thème pour ceux qui prennent la route. Oui. Oui. Moi, je suis arrivé en Haut-le-Grand, c'est bien vrai. Hein. Il y a des gens qui, quand tu arrives en Europe déjà, tu n'as pas de papiers, tu es dépaysé. Mais
ton pays d'accueil te permet d'avoir d'abord, d'entrer en possession de certains papiers. Alors, qu'est-ce qui vous a fait partir, Billy Akele? Vous arrivez, c'est vrai, vous nous dites que vous avez pris la route. Le Cameroun est si invivable que ça, que vous êtes prêt à braver le désert libyen avec tout ce qui s'y passe pour aller vous retrouver le côté de l'Europe. Qu'est-ce qui vous fait partir? Le Cameroun, c'est pas ce que ceux de la base disent. Le Cameroun ici, parce que comment les Camerounais font pour vivre ici? Comment le Camerounais fait pour vivre au Cameroun, lambda? Bon, moi c'était mon choix. Oui. C'était mon choix. Moi je n'ai pas été. Prendre tous ces risques. Oui, c'était mon choix. J'avais décidé que bon, c'était aussi pour voir un rêve aussi pour moi de franchir ces étapes. Oui. Oui, pour tester un peu mon corps. Parce que, oui, parce qu'ils ne vont pas comprendre beaucoup de choses. Avant de quitter le Cameroun, moi j'étais au bateau d'intervention rapide. Ok. Vous êtes un ancien militaire? Je suis un ancien commando d'élite, je suis de la première génération du Delta. Et vous avez laissé un bon travail au BIR? Non, je n'ai pas laissé le travail du BIR. Là, je comprends la vitesse de la Je n'ai pas laissé le travail du BIR. J'ai vu ma santé parce que là, j'étais déjà invalide. Oui. Je n'ai pas préféré mourir pour un corps, mais j'ai ça dans l'âme. Oui. J'ai ça dans l'âme, l'amour de servir ma nation. C'est ce que je fais jusqu'à actuellement. Et avec toute cette formation que j'ai eue, moi j'ai bravé ces étapes sans problème. Oui. Okay. Oui, sans problème. Vu les risques, après les naufrages, je conseille, il n'y a pas eu de problème. J'ai Dieu eu la grâce, parce que ceux qui sont morts n'ont pas démérité. Ah, ça. Ils n'ont pas démérité. Moi, arrivé en Europe, moi j'ai fait tout pour entrer en possession de mon acte de naissance, pour pouvoir faire le passeport à l'ambassade. J'ai été reçu à l'ambassade normalement, j'ai commencé à travailler dans le noir. Mais l'ambassade savait quand même que vous hésitiez, que non. Il y avait une procédure de régularisation qui était entamée à votre sujet. Après l'obtention de mes papiers en Italie, qui est mon pays d'accueil, j'ai eu le permis de soggiorno. J'ai eu à faire l'école de l'intégration, parce que nombreux parmi eux ne sont pas intégrés. Oui. Ils arrivent en Europe, ils arrivent dans le pays d'accueil, et comme ils pensent que la langue est très difficile pour eux, ils se disent qu'en apprenant la langue, c'est pour te permettre de pouvoir travailler et t'intégrer. Ils fuient, ils vont à Paris parce que pour eux, Paris, c'est leur village. Ils vont aller se filmer sur le gros fer rouillé que moi je suis arrivé, j'ai vu qu'il ne m'a pas impressionné déjà. Envoyer faire croire à la famille au Cameroun qu'ils vont déjà bien. Ils se filment dans les salons des champs, disant qu'ils ont de la maison, parce que, et pourtant, nombreux dorment sur les escaliers des immeubles. Non. Ben oui, ils ont la vérité. Ils sont nombreux qui dorment au pont de la Charpenne. Oui, qui font croire qu'ils ont des grosses voitures. Pourtant, dans les restaurants, ils demandent des photos. Ils prennent des photos. Ils font croire aux gens. C'est qu'ils sont en train de faire croire aux gens qu'en Europe, l'Europe est trop bien que le Cameroun. Moi, je vais dire faux. Moi, je suis arrivé, j'ai eu mon permis de séjour. Je suis arrivé en France, j'ai fait la mutation de mes papiers. La France m'a permis de travailler en France. J'ai travaillé en France, j'ai eu mes papiers en France. J'ai eu d'autres papiers en France, j'ai continué ma vie normalement, sans toutefois aller mentir dans les préfectures que là-bas au Cameroun, il y a trop de moustiques, là-bas ça ne vit pas, il n'y a pas l'eau potable, il y a la guerre, il y a tout les conséquences. Même les Français dorment à la rue. Moi j'ai vu les Français qui demandent l'argent en bordure des casinos. Oui, un Français te dit que depuis 2 jours il n'a pas mangé. Alors que les gens meurent dans les bateaux pour arriver en France. Pour arriver en France. Les gens meurent. Moi, c'est la deuxième. Moi, j'ai pris la route pour la deuxième fois. Je n'ai pas eu d'impact. Mais ce n'est pas quelque chose de recommandable ici. Non, je ne peux pas. Je ne peux même pas conseiller d'abord cette route à quelqu'un. Je ne peux pas conseiller. Parce que je veux leur dire que c'est. Je veux d'abord leur dire que ce n'est pas l'argent qui fait entrer en Europe, passant par la route. C'est trop de chance. Et à 2%. 2%. Donc sur 100 personnes, il n'y a que 2 qui arrivent. Il y a trop 2, peut-être 2 vont arriver. Et le reste, peut-être vont arriver, peut-être invalides. Du fait de quoi? Il y a les accidents de route du désert, dont on ne retrouve plus le corps. Certains parents se disent que les enfants sont vivants, mais ça fait bon 5 ans, les enfants n'ont pas appelé. Il y a les corps au désert. Il y a les eaux au désert. Il y a les corps dans l'eau. Il y a les corps dans l'eau. Nombreux vont aller, ils peuvent nourrir les poissons dans l'eau. Et au village, on sait qu'il est en train de se battre. Au village, on sait qu'il est en train de se battre. Et que non, ça va bien, il lui laisse un peu le temps pour qu'on l'appelle. Pas, non, il ne va plus jamais appeler. C'est terminé. Et ceux qui parviennent à arriver, qui mettent un peu long, parce que tonton voit un peu qu'il va peut-être devenir les esclaves de leurs oncles, qui les font croire que bon, ici, je vivais bien. Quand tu arrives, tu trouves là. Tu vois ce que ton oncle vit depuis des années. Tu dis, mais c'est même ça, pourquoi il ne m'appelait même pas, il ne voulait pas qu'on arrive ici par avion.
Parce que nombreux là sont des frustrés. On va arriver au point de Château, vous allez les voir, ils vendent les bâtons de manioc, les prunes sur les cartons, en bordure de sortie de train, de métro, dans la gare du Nord, vous allez les trouver là, ceux qui vont la coiffure, qui vont demander la coiffure, qui m'ont dit pour avoir les clients. Mais quand ils arrivent ici au Cameroun, ils vous font croire qu'ils sont dans les bureaux. Ils sont dans les bureaux en Europe. Ils sont obligés donc de sortir cette frustration-là en allant casser les ambassades, parce que c'est des personnes un peu... Des accès psychologiques. Merci Akele. Vous allez bien voir tout de suite. Lisez le nom des personnes qui vont insulter. C'est les personnes d'une communauté. On ne va pas... Non, c'est le Camerounais. Parce que dans le Facebook, les gens changent beaucoup les noms. C'est un bon son de plateau. Vraiment, vous avez invité des gens qui vont faire énerver le bas peuple. Quand quelqu'un parle de frustrés, qui les a frustrés? Ce n'est pas les gens du régime qui ont tout confisqué, les enseignants, les médecins, les ingénieurs, les footballeurs qui partent, c'est par plaisir, parce que le pays ne valorise pas la méritocratie. Et avec un salaire dont je ne parle pas, tu revendiques pacifiquement, on t'envoie en prison pour les chanceux, sinon c'est le sort qui est réservé à Martinez Zogo qui t'attend. Ne rêvez plus, 2025. Bon, le message n'a pas été signé. Trop d'affirmations gratuites. Oh, monsieur en blanc et casquette, affirmer que les casseurs ne sont que des frustrés, des chômeurs, c'est trop léger et superficiel. Ce n'est absolument pas objectif. Merci pour la contribution. Je préfère ne pas relayer. Soyons sérieux. On parle du Cameroun. Il n'y a pas un plan contre X, contre Y. Bonsoir à vous. Et pourquoi abandonner l'armée camerounaise? Monsieur Akele, il a réagi sur la question. Bonsoir à vous. Vous parlez de 700 000 les Camerounais dehors et seulement 18 000 responsables. Bon, je ne sais pas trop ce que le monsieur veut dire. Bonsoir. Avec la suspension arbitraire de l'opposant politique le plus influent à l'élection présidentielle. Bon, je ne sais pas de quoi parle le téléspectateur. Nous, on parle de la diaspora sur ce plateau. Bonsoir, je suis Padake Philippe de la région du Nord. La diaspora a tant observé les partis politiques. La diaspora doit voter pour un bon dirigeant. Merci pour la contribution. Bon, je crois qu'on va bientôt s'arrêter là, sinon on ne ferait que ça sur ce plateau. Bonsoir le panel, bonne thématique. Ma question est simple. Pouvez-vous nous donner le pourcentage de la diaspora aux élections de 2018? Timothée Somba, vous aviez les chiffres tout à l'heure. La diaspora 2018, comment est-ce qu'elle s'est comportée? Bon, je confesse honnêtement que je n'ai pas consulté le pourcentage de 2018, mais je sais que le RDPC a gagné dans la diaspora. Maintenant, on ne peut pas parler de cette diaspora en éludant son impact. Sérieux, sur 6 millions d'inscrits en 2018, ou bien 8 millions en 2025, la diaspora a 18 000 inscrits. Vous voulez que 18 000 diasporiens inscrits aient quel impact réel sur le scrutin? Donc, la diaspora elle-même s'est dépolitisée en abandonnant ses droits. Et c'est la diaspora frustrée qui devient violente. Comme disait Sigmund Freud, la violence naît de la frustration. Sauf que, et à partir de ce moment, ils deviennent vulnérables et se font politiquement instrumentalisés par certains hommes politiques. C'est la raison pour laquelle je lance encore cet appel. Je ne suis peut-être pas de la société civile structurée, mais je lance cet appel. On peut récupérer ces frustrés parce qu'il y a encore du bon en eux. On peut récupérer ces enfants. Ils ne sont pas forcément frustrés parce que quelqu'un leur a fait quelque chose. Ils peuvent être frustrés parce qu'ils n'ont pas cru aux opportunités du pays. Ils n'ont pas voulu être moto-taximan. Ils n'ont pas voulu faire les chantiers comme les autres. Ils ont cru que c'est plus facile d'aller là-bas. Mais le gouvernement camerounais a l'impérieuse obligation de ne pas chasser ses enfants, qui restent des enfants du Cameroun. Il faut nécessairement adresser la question, oui, soit à l'Assemblée nationale, soit quelque part. Que fait-on de ces Camerounais partis et qui n'ont plus de papier? On les abandonne ou on essaye de les récupérer? Bonsoir à vous. Et il faudrait que les candidats à la présidentielle, curieusement, aucun des 12 candidats du moins, pour l'instant, je n'ai pas encore entendu les candidats poser la question de la diaspora négative sur la table. Parce que la diaspora possible est déjà là. Mais la diaspora négative, on la laisse dépérir dans la négativité ou bien on essaye de la convertir. Merci. Bonsoir à vous, surtout à l'homme en casquette qui dit toute la vérité en passant. J'aime beaucoup votre émission. Merci à vous. Bonsoir à vous, c'est Daniel. Pourquoi plus de 1000 enseignants fonctionnaires sont partis du Cameroun si tout va bien au Cameroun?
Bonsoir, je suis Alain Kamden depuis Yaoundé. Vous avez abandonné l'armée car vous n'étiez pas à l'aise. Ce qui est sûr, si tu étais à l'aise, tu ne devais pas fuir. Bon, je sais pas. Ils sont frustrés parce que le gouvernement du Cameroun... Oh là là, s'il vous plaît. Jean-Maurice Mbok, le mot de la fin, le royaume d'Ikoro aussi. Puisque à ce niveau-là, c'est des insultes, c'est des messages déplaisants. On ne va pas avancer. Le mot de la sortie sur cette problématique de la diaspora, Jean-Maurice Mbok. Ok, quoi qu'on dise, chacun de la diaspora vit des réalités qui sont difficiles, qui sont faciles. Chacun connaît son histoire. Certains pourraient ne pas se reconnaître dans ce que notre frère Billy a expliqué, mais il y a une réalité de ceux qui vivent exactement ce qu'il a dit. Oui. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller en France et de voir les nôtres à Château-Rouge et à la sortie des métros. Des vendeurs de prunes. Mais je vais même plus loin. Ils vendent les prunes avec le pain. C'est-à-dire que les prunes ou les fruits sont dans le pain. Quand les policiers arrivent, ils replient le pain sur eux et se mettent à courir tenant l'assiette. C'est exactement ce qui se fait. Donc ça, on l'a vu. Moi, je souhaite ici que, et là je rejoins Timothée, et c'est même la position de FSNC sur cette question-là, c'est que tous les Camerounais sont importants. Tous les Camerounais sont importants. Tous les Camerounais ont un rôle à jouer. Tous les Camerounais ont quelque chose à apporter. Et une chose qui a longtemps manqué, que nous avons longtemps décrié, et que nous avons soumise à notre président, qui lui est ancien de la communication, qui a très bien compris la valeur de la communication, c'est que cette diaspora doit également recevoir notre main tendue. Ce qui fait donc que nous, au FNCNC, nous avons dépassé la phase de la sélection des candidats. Et il y en a qui avaient leur candidat, comme Timothée disait, leur messie, et ainsi de suite. Il n'est plus candidat aujourd'hui. Nous leur tendons la main pour dire, venez, parce qu'on a besoin de vous. Et dans ce cadre-là, il est urgent de réfléchir sur leurs problèmes et leur dire la vérité. Qu'est-ce qui peut effectivement être résolu? Qu'est-ce qui peut ne pas l'être? Parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique, en commun le FSNC, n'est ennemi de la nation ou veut détruire le Cameroun. Non, nous voulons tous bâtir le Cameroun et lui donner les meilleures chances ainsi qu'à sa jeunesse. Nous appelons donc la diaspora. Merci. C'est important que je parle. On sort de la problématique. Nous appelons la diaspora à se calmer. Nous appelons la diaspora à rentrer en politique. Nous appelons la diaspora à réclamer avec des voix responsables. Merci. Doyen, en une minute, comment est-ce qu'on récupère cette diaspora qui, visiblement, si on en lit, si on s'en tient à ce qui est dit sur nos différentes plateformes, en a un peu contre le régime? On ne peut pas aider de quelqu'un plus que lui. Il y a des constructions mafieuses à l'intérieur des pays africains pour mentir aux enfants africains que le Dorado se trouve en Europe, à partir des ambassades étrangères qui sont installées chez nous. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant traverser les enfants dans le désert. Oui. C'est là, les passeurs. C'est là qu'il faut. Parce que quand ils arrivent là-bas, ils se coupent de la réalité. Et la seule boîte de sauvetage, et ça c'est positif, c'est de savoir qu'ils ont un pays qu'ils ont abandonné. Moi, je suis souvent gêné de voir quelqu'un qui vend la maison de son père pour aller voyager 4 mois dans le désert comme Billy Akele. Il n'a jamais fait le bir. La personne qui a pris son argent est tranquillement en train de boire chaque soir dans une rue de la Joie à Yaoundé ou à Douala. Oui. Et il arrive là-bas, il lave les cadavres, il vend les trucs pour réenvoyer l'argent au pays pour qu'on nous construise la même maison qu'il a vendue. Une fois que je l'ai dit, ça prouve que des histoires de salaire, on fait ceci, machin, truc. C'est pas la vérité. On y va parce qu'on miroite quelque chose. L'Europe aujourd'hui, parce que les diasporas africaines n'ont pas ce problème. Quand vous allez au Gabon, en Guinée équatoriale, pratiquement tous les 20 mai, je suis toujours au Gabon, tous les Camerounais sont à l'ambassade. Tout parti politique confondu. Moi, si j'envoie mon enfant en France, deuxième stade, je ne lui dirai pas d'aller faire la politique. Il va faire ce pourquoi j'ai mis les moyens pour qu'ils aillent en France. Ça peut réduire la quantité des gens qui vont aller voter. Maintenant, symboliquement, par soustraction, addition, multiplication et division. Si pendant longtemps, les gens qui remplissaient les meetings, les gens qui aboyaient, qui cassaient, qui brûlaient, qui empêchaient les gens d'aller au travail, le faisaient pour une cause, d'une image du Cameroun qu'on les balance chaque jour sur la face du monde. Maintenant qu'une partie des actionnaires de cette manière de faire de la diaspora
a été extrait au niveau du Cameroun. On peut se dire qu'au moins cette fois-ci, les élections vont se passer normalement par soustraction des actionnaires du chaos et de ceux qui essaient d'arranger ce que le chaos a fait. Merci. Moi, je ne donne pas de consigne de vote, je soustrais simplement dans le champ dialectique ce qui était perdu dans cette histoire-là et ceux qui vont se rattraper par des exemples. Merci, merci. Bonsoir Info TV, je salue M. Akele. Je pense que si, comme le dit le monsieur en cravate rouge, vous décidez de céder au chantage de ceux-là qui ont choisi ternir l'image du pays, en améliorant leurs conditions, vous allez faire d'autres frustrés. Nous sommes tous Camerounais et nous méritons tous l'attention de l'État. Merci à vous, Enzo depuis Coron. Bonsoir à tous. Parler de la diaspora devient aujourd'hui très difficile. Il faut bien les diviser en catégories avant de réfléchir sur la question. Le président téléspectateur fait bien de poser la question sur les chiffres de la diaspora pour les comptes des présidentielles 2018. Charles Kemwe, à Bokito. Bonsoir le panel. Moi c'est Salzar depuis Douala. Cette diaspora-là énerve, vu qu'ils veulent le remplaçant et non le changement. Vous comprenez, cher monsieur. On va prendre une rapide. Bonsoir. Il faut rappeler au monsieur en casquette que les grands chercheurs et entrepreneurs de la diaspora sont de la même région. Il doit plutôt nous expliquer pourquoi il a déserté l'armée. Sylvain, depuis Saint-Mélima, c'est pas le sujet du soir. Étant donné qu'ils sont éliminés, le candidat, la diaspora votera pour le FDC. Bon, je ne sais pas si vous êtes militant du FDC. Non, c'est déjà bon. Nous ne sommes pas encore en campagne, cher monsieur. Bonsoir à vous, Info TV. C'est que mon frère en casquette dit est vrai, car je suis un routier de l'aventure terrestre. Ce n'est pas tous les Camerounais qui font l'aventure, qui sont dans la politique. Ils cherchent leur vie et en passant, tous ces aventuriers sont de grands guerriers. Merci pour la contribution. On va s'arrêter là pour ce qui est de cette problématique inhérente à la diaspora. On va donc rester attentif au mouvement de ce côté-là, puisque la présidentielle approche et que la diaspora a son mot à dire. On prend une légère transition et on revient tout de suite au pas de course pour évoquer la problématique de l'opposition. Et oui, candidature unique de l'opposition, ça coince pour l'instant. A tout de suite. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle 2025. Ce sera le 12 octobre. Pour vous qui êtes attentifs à cette température politique, ce soir, problématique majeure qui nous amène vers justement une question centrale. Candidature unique de l'opposition. Pourquoi ça coince? Je commence par vous, Timothée Somba. C'est à chaque jour son communiqué, à chaque jour sa photo entre deux leaders, à chaque jour sa résolution, mais à chaque jour aussi le départ. Ce qu'hier, ATP et autres promettaient aux Camerounais monts et merveilles, aujourd'hui semblent avoir perdu de leur verve. Ce qu'hier, ou alors aujourd'hui, se réunissent, estiment pour certains être le Messie, pour d'autres être le leader vers qui les autres doivent s'agréger. Pourquoi ça coince la candidature unique? Stéphane Barga, elle coince simplement parce que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les différents acteurs. L'enjeu pour le RDPC est civilisationnel, c'est-à-dire aller de l'avant sur le chemin de la souveraineté du Cameroun qu'il a commencé à construire. Premier point. Et c'est mon analyse. D'accord. Le non-renouvellement des accords lyonnais par le président Paul Biya est un pas. La construction de la souveraineté énergétique du Cameroun est visible. La fin du franc CFA amorcée et dont la fusion CEMAC-CAC est un grand pas est en train d'être vue. Donc, pourquoi le RDPC veut gagner la présidentielle? Pour continuer son œuvre, un, et deux, pour perpétuer son système. On ne va pas le lui
On ne va pas lui faire un reproche pour ça. Pour quel est l'enjeu des partis d'opposition? Puisqu'ils savent, au regard de certains aspects logistiques et organisationnels, qui ne sont pas de taille face à l'héritage politique du RDPC, parti État, qui a bénéficié de tout l'arsenal laissé par l'UNC et autres, ils savent qu'ils ne sont pas de taille. Ils vont donc dans la course pour la médaille d'argent. Ou alors, selon la formule du baron Pierre de Coubertin. Non, pourquoi je dis c'est la course pour la médaille d'argent? Parce que tout de suite après la présidentielle, il y aura les élections locales. Oui. Et c'est là où véritablement il y a l'enjeu des partis d'opposition. Ils vont coaliser comment au moment de la présidentielle? Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Cabral Libi vous dit que lui, il a eu 7% en 2018 et tout de suite après, il a réussi à avoir 6 députés et quelques conseillers municipaux. Il va aller coaliser avec quelqu'un qui a 0 conseil municipal, 0 député et autres, ainsi de suite. J'ai suivi les leaders du SIF dire qu'ils ne peuvent pas coaliser avec des gens qui ne pèsent pas sur l'espace politique. Vous avez un parti départemental comme le PAL, dont le leader donc un parti qui a investi un candidat, mais dont le leader reste celui qui est présent sur les médias. Au président Bédigui d'accompagner son jeune poulet. Non, il ne l'accompagne pas, il étouffe parce qu'il veut garder le contrôle sur son bar. Nous sommes dans l'analyse, Stéphane Barga. Oui, mais dire que le président Bédigui étouffe Caston, je crois c'est son nom. Il y a une différence. C'est pas vrai. Il y a une différence entre dire, faire des affirmations gratuites et mener une analyse sur la base des faits. Depuis Kateki Caxton, c'est peut-être parce que je lis beaucoup que je connais même son nom. Depuis qu'Ateki Caxton est candidat, vous avez entendu sa voix? Oui. Où? À Info TV. Heureusement. Le Majesté Bédigui est partout sur tous les plateaux télé. Pourquoi cette fixation? Je suis en train de vous démontrer pourquoi la coalition ne peut pas fonctionner. Pourquoi, vous m'avez posé la question, pourquoi ça coince? Qui était à Fumban? Majesté Bédigui. Qui est chez Tomaino? Majesté Bédigui. Caxton est loin derrière. Et pourtant, à l'heure où on parle, Caxton que les Camerounais découvrent, que personne ne connaissait jusqu'à il y a un mois, est celui qu'on devrait mettre en avant. C'est même lui qui doit aller négocier les questions de coalition. Parce qu'il s'agit de lui. La présidentielle n'est plus une affaire de parti politique. C'est une affaire de 12 individus qui doivent convaincre 8 millions d'électeurs. Oui. On a donc ce type d'acteurs qui ne jouent pas franc jeu. Ils vendent la chèvre en retenant la corde, qui sont dans l'affaire. Donc il y a tellement une divergence d'intérêts qui fait qu'ils ne peuvent pas coaliser. Ils vont se débrouiller comme ça. Celui qui peut sera deuxième. Et après, la course à la médaille d'argent, on va donc voir comment est-ce qu'on peut se redéployer pour conserver les mairies, conserver les députations et autres. Maintenant, je vais peut-être sortir par là. Qui a distillé l'idée selon laquelle, pour vaincre le RDPC, il faut nécessairement coaliser? Ceci, c'est un autre gros mensonge. Comme disait Sénèque Stéphane Barga, l'union de deux faiblesses ne produit pas la force. Quand vous regardez en face, vous regardez la machine, la puissante machine du mastodonte RDPC. Même si les 11 candidats là se mettent ensemble, ils vont rester faibles. Elle a pourtant été inquiétée en 92, la machine dont vous parlez. Et depuis 92, le RDPC a dit plus jamais ça. Et on observe que le plus jamais ça tient. Pendant 7 ans, moi j'ai vu l'élite politique du RDPC sur le terrain. Donc de forage par-ci, donc d'école par-là, faites lui seul. Dans l'ONDA a construit 117 salles de classe qu'il a offert. L'honorable Fete, 117 salles de classe qu'il a offert aux populations. Championnat de vacances par-ci, donc de semences par-là, je parlais là de l'honorable Guy Kanté. Bourse scolaire par-ci, et l'Undou et Sombada, la Mofouakono. Excellence scolaire par-là. On les voit au quotidien. Malachi Mano, la campagne de santé, il a soigné 1 million de personnes. À l'heure où je vous parle, Joseph Lé à l'Est, campagne de santé, lui aussi est en train de soigner plus de 300 000 personnes. Ils sont tellement sur le terrain, tous les jours depuis 6 ans. Les populations les voient, chaque jour. Et puis à 2 mois de l'élection, vous allez venir dire, vous allez, Bouga Hagbe,
va parler à quelle mère dans quel village? À cause de toi, on a coupé le courant. C'est ça. Sur le plateau de Ouro Africa, après la brève interruption inhérente à ce que vous connaissez, c'est-à-dire les coupures intempestives de l'électricité au Cameroun, à Yaoundé particulièrement. Timothée Somba, vous étiez en train de dérouler et vous allez lutter sur justement cette candidature, cette opposition qui peine à trouver son essentiel ou son messie, ça dépend de comment vous tenez le bout. Vous prenez la parole et vous chutez. Oui, donc j'étais disant que beaucoup d'opposants là sont venus exploiter la lumière de la présidentielle pour se lancer véritablement en politique à partir des élections locales. Ils se voient donc parler coalisés, sachant pertinemment que même la coalition ne peut pas leur garantir le succès. Et maintenant, ils vont coaliser sur quelle base? Quel est le négocium de ces actes de coalition? Vous voyez qui a accepté là d'être président pendant que l'autre est premier ministre, et c'est les deux postes que la coalition peut donner directement. Parce que les questions d'assemblée et autres, nomination des DG et autres, c'est après les élections. Oui. Or, d'ici aux élections locales, il peut y avoir des brouilles. Ça fait donc qu'au Cameroun, la carence de confiance, l'extrême nouveauté de certains candidats dans le champ politique, pour moi, sont les deux éléments qui fragilisent toute tentative de coalition. Merci. Jean-Moïse Mbok, porte-parole du FNC et par juxtaposition de Issa Chiroma Bakari. Le président Bakari, on le voit, il écoute l'opposition, il le consulte, on voit, il se déplace.
Mais on a l'impression aussi qu'il serait difficile qu'il s'agrège à une initiative dont il n'est pas le pilier central. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que quand vous entendez Timothée Somba dérouler, vous comprenez bien qu'il est du RDPC. Donc son analyse ne peut être que défavorable à ce qui se passe réellement dans la coalition. Et je vais dire en passant que nous ne sommes pas obligés de venir faire la publicité des travaux qui sont en train d'être faits, parce que ce venin très vicieux qui est distillé comme ça sur la superpuissance du RDPC, on vient de l'avoir dans ce plateau. C'est-à-dire que voilà un géant qui n'arrive pas à gérer les détails des problèmes de la vie des citoyens. Je l'ai toujours dit ici. C'est le RDPC qui gère. Bien sûr, c'est le RDPC. Écoutez, ne cherchez pas à habiller cela. Moi, je vais vous dire ceci de manière très simple. La puissance du RDPC n'est pas à débattre. Ça, on n'est plus à ce niveau. Sa pertinence, sa présence, on n'est plus à ce niveau. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une gouvernance non seulement de proximité et qui est capable de régler les problèmes des Camerounais. On a parlé de la diaspora tout à l'heure. Qu'est-ce qui est fait pour la diaspora? On a parlé des jeunes qui fuient pour aller à l'étranger parce qu'ils estiment que ça ne va pas ici. Qu'est-ce qui est fait pour ça? C'est des solutions que nous recherchons. Et je dis donc qu'il ne faut pas qu'on vienne donner aux Camerounais l'impression que... Moi, je pose la question sur le président Chiroma et les coalitions. Ce n'est pas le retranscrit de ce que le LPC offre qui intéresse ceux qui nous regardent. Tout à l'heure, quand M. Somba parlait, il a déroulé sur les activités du RDPC, sur la puissance. Vous ne l'avez pas stoppé, s'il vous plaît. C'est vous ne donnez pas l'impression, s'il vous plaît. Ne donnez pas l'impression que l'opposition ne va pas parler. Dès qu'on prend la parole, vous nous coupez. Ok? Attention. Ok. Attention. Sur ce plateau, tout le monde a droit à son temps de parole. Je suis toujours calme, mais oui, que je parle, oui. C'est quand même bizarre. Tout le monde a droit à son temps de parole. Les spectateurs nous suivent. A droit à son temps de parole et... Pour ce qui est des postures des uns et des autres, c'est vous qui avez rappelé, sans que Timothée ne déclare officiellement, qu'il il aurait une préférence pour le RDPC. Personne ne l'a évoqué sur ce plateau. C'est vous qui levez l'équivoque. Alors, moi je vous pose la question sur les coalitions. Je crois que c'est de ça qu'il est important aujourd'hui. Qu'est-ce que le FSNC propose aux autres acteurs qui s'agrègent et qui se déploient sur l'espace? Revenez sur le vécu et le passif du RDPC. Qu'est-ce que le FSNC propose, autant pour moi, en tant que... si vous voulez être juste sur ce plateau, c'est là-bas qu'il fallait couper ça. Oui. Je veux simplement dire, je le redis avec force, l'analyse qui a été faite n'est pas juste en ce qui concerne l'opposition et la coalition, il faut le dire. Cet esprit de vouloir donner l'impression que rien ne va jamais changer au Cameroun parce que le RDPC est tout puissant, il faut arrêter ça. Les Camerounais ont des vrais problèmes et il faut savoir adresser ces problèmes. La coalition aujourd'hui s'est réunie avec beaucoup de méfiance même. Pas entre elles, mais dans sa communication à l'extérieur. Vous parlez des super réalisations du RDPC. Ce parti a toujours fonctionné avec des alliés. Donc, ne venez pas vous arroger les 100% de ses activités, de ses réalisations. Ce parti a toujours fonctionné avec les alliés. Et ces alliés, aujourd'hui, qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire, qui ont des capacités, se mettent donc en retrait en disant, on a des choses à proposer. Et c'est ce qu'on veut donc proposer. À peine un des alliés sort, le président Issa Tchoma Bakari, vous rentrez dans son parti, vous enlevez son député, vous enlevez les maires, vous décimez, vous créez des partis, s'il vous plaît, vous créez des partis politiques. Et en fait, vous donnez naturellement l'impression qu'il y a un réel besoin de nuire. Vous croyez vraiment, Stéphane Daga, que nous allons courir le risque de venir étaler en mondovision les méthodes et stratégies que nous faisons? Oui, l'opposition s'est réunie. Oui, l'opposition a décidé d'être une solution réelle, concrète pour les populations camerounaises. Et le moment venu, vous allez avoir l'information. Le temps. Ce n'est pas une question de temps. Ça ne vous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est l'entente à l'intérieur. Maintenant, les partages, les répartitions, c'est les présidents qui décident de comment ça se passe en interne. Je vais vous suggérer franchement, quand on parle d'une question aussi sérieuse, qui est la question et des routes, et de l'électricité, et du bien-être des Camerounais en termes de santé, ce n'est pas une question à rire, ou à essayer de venir faire le bilan qu'on connaît tous, qu'on apprécie d'ailleurs tous, mais qu'on se dit en quoi est-ce que ça nous sert concrètement aujourd'hui. Le problème des Camerounais, il est maintenant, il est tout de suite, il est urgent. Je ne parle pas de route, je ne parle pas de santé, je parle de coalition. On va à la présidentielle, pourquoi? Non, moi je ne sais pas pourquoi vous allez à la présidentielle. Sur ce plateau, j'évoque les coalitions. Je suis donc en vous disant que les coalitions se passent plus bien qu'avant, extrêmement, parce que au moins tout le monde s'exprime, tout le monde parle, tous les candidats ont la parole. Et c'est pour ça que certaines réunions, parfois, font 3 jours, 4 jours. Parce que
on laisse le soin à chacun de dire pourquoi c'est lui qui peut être mis en avant, oui, et les autres l'écoutent et il y a un échange et un partage. Le moment venu, il y aura une communication sur les conclusions qui vont être faites. Je veux simplement que les Camerounais retiennent que l'intérêt est sur les projets, l'intérêt est sur les programmes, l'intérêt est sur le bien-être de ces populations-là et non sur une envie de donner l'impression que les autres ne valent rien et ne pourront jamais rien être ou rien faire alors que les autres sont assis et sont capables de tout. Bref, le Cameroun leur appartient. Je dis que c'est faux. C'est faux, Jean-Moïse Mbok, pour vous, le Cameroun appartient à tous, même ceux qui sont en train de concocter, Doyen Mikoro, des coalitions à l'heure actuelle. Est-ce que vous y croyez, vous qui avez vécu 92, 97, 2018, 2025, vous y croyez à cette fois-ci au grand fantasme d'un candidat unique de l'opposition au Cameroun? D'abord, ce sont de faire des confusions entre le candidat unique et les coalitions. Les coalitions ont marché depuis 92 qu'alors. Merci. Il y a une coalition gouvernementale. Merci. Il y a une coalition en 92 qui était une coalition de changement. Exactement. Sauf que la coalition de 92 était un phénomène de mode. Elle avait été dictée par des forces externes. Il faut le dire. De 92 à ce jour, il y a une maturation politique assez énorme qui s'est mise en place dans notre pays. Le problème ici, c'est celui de qu'est-ce qu'on coalise. Est-ce qu'on coalise les desiderata des candidats et des chefs de parti, ou alors on coalise les gens qui sont susceptibles de comprendre qu'ils avaient besoin des gens qui sont ensemble et ils peuvent faire quelque chose. Le Cameroun a une histoire. Parce que les gens surfent sur certaines choses au lieu de surfer sur les questions qui concernent les Camerounais. Il y a des causes nationales qui doivent créer une coalition nationale. Oui. L'affaire Bakassi, la guerre du Nord-Ouest-Sud-Ouest, Boko Haram, et les questions économiques des gens qui payent par les impôts chaque 15 du mois. C'est une grande et vaste coalition nationale que certains, AU et AUA, ont refusé d'y mêler. Au cours de cette élection, les grands barons de la politique parmi les 12 ont donné à voir et à comprendre que cette coalition pour cause nationale était nécessaire. Oui. Je fais ici allusion au ministre Kamto, au ministre Belobouga Maïgari, au ministre Issa Chiroma Bakari. Ils étaient dans une vaste coalition pour des questions nationales. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de coalition. C'est vers lequel vous voulez le pousser, c'est d'une candidature unique. Or, la coalition tient compte de ce que chacun a cru percevoir chez l'autre quand il y avait des causes nationales qui ont un impact sur eux. Je prends le cas de l'affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui. Le FDM vous dit qu'il a été abandonné par tous les acteurs politiques. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il estime... Non, je ne veux pas savoir ce qu'il fait. Il vous a déjà dit, quand il y avait la cause nationale, certains expliquaient la cause nationale en fonction de la prochaine élection. Cette cause nationale a eu un impact sur sa progression politique. Oui. Maintenant, ce qui était à l'intérieur de la grande coalition nationale, c'est-à-dire le Premier ministre Ebelo Bouba, le ministre Issa Chiroma Bakari, et ils peuvent avoir le bénéfice de cette facilité d'avoir été dans une cause nationale qui nous permet aujourd'hui de faire l'élection. Maintenant, je termine par quelque chose qui est fondamental, la science politique. Les États africains ont un problème, c'est que les thèmes de référence de leurs activités politiques sont définis par l'extérieur. Chez eux, là-bas, on parle de mouvements politiques qui coalisent entre eux des gens qui ont parfois la même idéologie, parfois la même manière de voir les causes nationales. C'est pour cela que vous avez l'illusion là-bas que ça marche facilement. C'est qu'au cours de l'histoire, les libéraux travaillent toujours pour que les leurs soient plus riches que les autres. Les communistes travaillent pour que chacun puisse se mettre à la patte. Quand vous allez aux États-Unis, dont on dit que c'est la plus grande démocratie au monde, vous allez voir là-bas que dès le départ, ils ont institutionnalisé de façon, entre guillemets, le fait que quel que soit ce qu'on fait, on ne sort pas de coalitions de cause nationale. C'est-à-dire que quand vous êtes démocrate, vous êtes démocrate. Quand vous êtes républicain, vous êtes républicain. C'est plus facile. Alors que chez nous ici, il y a des causes anthropologiques qui font que la juvénisation des acteurs politiques, au lieu d'observer, d'entrer dans les causes nationales qui, elles, concernent les 38 millions de Camerounais, alors que les causes politiques, ils sont 8 millions, ça peut les rattraper après. C'est pour ça que je pense que les concertations qui sont faites, il ne faut pas prédisposer qu'elles vont échouer. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont travaillé pour les causes nationales. Oui. Il y a d'autres qui arrivent,
qui découvrent les causes nationales. Et le Mbiya Mosgo a été le leitmotiv de certaines personnes qui ne savaient pas qu'il y a des causes nationales dans notre pays. Donc il y aura des coalitions, il n'y aura pas de candidature, je suis péremptoire là-dessus. Parce qu'il y a déjà un personnage qui vous a dit, moi je ne serai pas avec vous. Vous ne pouvez pas nous avoir empêchés, comme en 92, de gagner l'Assemblée nationale. Et vous arrivez maintenant en 2020, vous nous empêchez de gagner l'Assemblée nationale, et vous venez nous dire de faire une coalition, c'est un problème. Mais ce qui est évident, c'est des acteurs politiques. Et en politique, il y a des choses très compliquées quand on est en journée. Très compliqué. Parce que en 97, je crois, personne ne pouvait croire à l'acte posé par M. John Fundi sur la base des conseils donnés par des gens qui croient que la politique est humiliable, en refusant d'aller à l'élection. Les Camerounais qui veulent que les causes nationales soient les leurs sont partis à l'UNDP. Avec 68 députés. Tout à fait. Et lorsque ceux qu'on a trompés se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont revenus à leur cause première. Donc moi je pense que nous ne sommes pas ici pour faire une campagne électorale pernicieuse. Voilà. Ce sont des Camerounais qui sont en face de leur nation. Nous avions déjà dit que la première cause nationale de ce pays était le respect de la loi et de la réglementation. Il n'est pas de bon ton que ceux qui nous ont aidés à faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a que la loi et la réglementation qui est le seul parti politique où tout le monde se sent à l'aise, qu'on vient de dire ici que c'est des gens qui ne sont pas de bonne foi. Merci, Doyen Bikoro. Bonsoir à vous, très estimé aîné François Bikoro, docteur Moïse Mbok, Timothée Somba et sans oublier Billy Akele. L'opposition n'arrive pas à s'entendre parce qu'elle attend l'imminence de l'élection pour poser les jalons de son unité. C'est quasi impossible au vu des égos des uns et des autres. Certains veulent leur tour pour exister, d'autres ont des problèmes existentiels. Bonsoir le panel. Désolé d'entendre M. Somba parler en juste juge pour le RDPC. L'opposition est camerounaise pour cette année. Et sera pareil comme en 92. Les messieurs activistes qui supportent le RDPC ne pourront voter. Bon. Bonsoir le panel. Les oppositions africaines ont les problèmes de coalition parce que les leaders de ces oppositions travaillent pour occuper des postes dans la majorité. Le PV d'idéologie fait défaut. Timothée Somba, les coalitions, certaines peuvent aboutir à des candidatures uniques, d'autres, selon la vision du doyen, sont là pour épouser des causes nationales. Mais le conseil là, l'opposition au Cameroun peine justement à se fédérer autour d'un leader. Comment est-ce qu'on peut donc aller justement affronter la superstructure du parti au pouvoir lorsqu'on a justement ces forces aussi hétéroclites et ces candidatures aussi disparates? Stéphane Barga, comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour dire aux téléspectateurs, à certains téléspectateurs ce qu'ils veulent entendre. Je leur dis ce qui est et ce qui peut survenir au regard des faits. Je ne dis pas que leurs coalitions vont échouer. Je dis qu'elles ont déjà échoué. Vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui? Le 11 août 2025. Dernier délai pour déposer les couleurs et les symboles à Elekam, qui va lancer les impressions. Ça veut dire que dès que les bulletins sont imprimés, vous ne pouvez plus faire le transfert de voix, vous ne pouvez plus retirer votre candidature. Sauf si vous allez faire comme Akeremouna fait en 2018. Il s'est retiré au profit de Kamto, mais c'était tard. Ces bulletins étaient dans les bureaux de vote. Donc, je ne dis pas les choses par émotion. Ce sont les faits. La preuve, vous mettez le sujet sur la table. Pourquoi? Parce que vous avez fait un constat de journaliste. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne veulent pas s'entendre. Ils sont là pour instrumentaliser les souffrances des Camerounais pour qu'on croit qu'ils sont sérieux. Mais ils ne sont pas sérieux. Au sein de l'opposition, vous avez des gens qui font les marchés publics. Parmi les 12 candidats, je ne vais citer aucun nom. C'est interdit. Mais qui lui donne les marchés publics? Tu gagnes les marchés publics dans le gouvernement et tu dis que tu vas aller faire la candidature unique. C'est impossible. Vous voyez un peu. Donc il faudrait qu'à un moment donné, les vérités qu'on se les dise. Candidature unique de l'opposition, pourquoi ça coince? Ça coince parce que anthropologiquement, nous avons encore le relan de partis communautaires, de regroupements anthropologiques. Pour qu'il y ait des candidatures uniques, qu'est-ce qu'on fédère? Comme le doyen l'a dit, ce sont les projets de société, ce sont les idées. Vous avez vu comment le docteur Mbok, porte-parole du FSNC, n'a pas réussi à répondre à une seule de vos questions
sur le motif. Attends, c'est pas. Non, c'est pas Barga. Je suis encore de l'autre plateau, mais il a répondu. Je suis encore sur ce plateau et je sais c'est quel beau café. C'est quel beau café. Allez-y, monsieur. Lâchez-vous. Ne jugez pas ma perception. Lâchez-vous. 30 secondes, vous chutez. Docteur Mok aura la parole. Merci. Lorsqu'il a dit que je suis du RDPC, vous ne l'avez pas défendu. Oh. Vous voyez, je ne suis pas invité comme quelqu'un du RDPC. Je suis invité comme directeur de publication du journal La République Presse. En même temps, groupe de médias. J'observe. Maintenant, mon analyse peut avoir une préférence, une accointance. Mais tant que je reste dans les faits, on ne doit pas m'étiqueter. Une accointance. Oui, ce sont les faits. Très bien. Ce sont des transactions qui existent. C'est connu en sciences politiques. Vous avez posé la question. Offre du FSNC. Il s'est mis à vous parler des questions de gouvernance. Où est l'offre? Voilà donc le problème. C'est une monographie que je prends pour cristalliser les carences de l'opposition camerounaise. Leur problème, c'est le Paul Biya Mosgo, c'est le RDPC à courte durée. Mais en termes d'offre, l'offre est absolument vide. On vous a compris. Non, mes 30 secondes ne sont pas épuisées. Puisque vous m'avez elles sont épuisées. Je vous permets de réagir. D'accord, merci beaucoup. Je l'ai dit et je vais continuer de le redire. Les Camerounais sont plus importants que les chamailleries ou les querelles. Les Camerounais ont plus de valeur, à notre sens, que tout ce qu'on essaye de vouloir présenter pour éluder le vrai sujet. Nous, on ne regarde pas le doigt, on regarde la lune qui est montrée. Et la lune qui est montrée, c'est que ce pays regorge de richesses extrêmes. Et il est temps aujourd'hui que les gens arrêtent de s'embourgeoiser sur les richesses qui sont les nôtres et qu'on rentre dans une logique de partage et de redistribution. Les projets et les programmes politiques de l'opposition, quelqu'un a dit ici qu'il lit beaucoup, c'est rendu disponible. S'il n'a pas lu, c'est qu'il a refusé de lire. Une fois de plus, ces incohérences l'ont dirigé, l'ont orienté. Il faut rappeler que le président Issa Tiroma Bakari fait plusieurs communications, et c'est sur les réseaux sociaux, mais en gros, ces grandes lignes, c'est la jeunesse, c'est l'éducation, c'est l'industrialisation, c'est l'agroalimentaire. Les programmes sont tellement clairs au niveau de l'emploi qui vont être créés pour les jeunes. Les programmes sont tellement clairs dans la relation avec la diaspora parce que nous sommes le parti de la main tendue et nous commençons d'abord par la main tendue, une question de dialogue, d'échange et de partage. Je sors donc pour respecter mon temps en disant que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les Camerounais comprennent qu'il y a des gens qui les aiment, qui les respectent, qui les considèrent et qui veulent travailler pour eux. Et c'est vers ces gens-là qu'ils doivent se tourner et travailler ensemble. Le monde nous attend. Nous avons tout le potentiel, allons de l'avant. Allons de l'avant. Je vous donne 30 secondes, Billy Akele, puisque vous êtes Camerounais et certainement vous avez 1 minute ou alors un regard sur ce qui est fait en termes d'offres politiques, en termes de continuité ou en termes de rupture. Comment est-ce que vous voyez 2025, la présidentielle qui arrive? Déjà pour la politique, je ne m'intéresse pas trop, mais j'ai aussi mon point de vue parce que je suis Camerounais et je dois voter. Ouais. Je dois remplir mon devoir de citoyen. je suis inscrit sur les listes électorales. Oui. Et j'ai mon candidat que je peux faire encore taire. Merci. Merci. Bien fait de le taire. Bienvenue au FSNC. On a terminé. Nous avons très bien commencé dans le processus de mise en œuvre de l'élection présidentielle de 2025. Oui. À travers les inscriptions sur les listes électorales, nous sommes partis de 5 millions, je crois, à 8 millions. C'est à encourager. Nous, même les candidats qui disaient que Paul Biya est mort, qu'il n'y a pas d'État, sont allés au conseil électoral. Ils ont déposé leur... Ils nous ont permis de revenir, de ramener l'église au centre du village. Oui. Nous espérons maintenant que l'église est au centre du village, qu'on ne verra plus les évêques qui viennent dire qu'il faut choisir un diable à la place d'un président de la République. Merci à vous, monsieur Liken Parfait, pour la contribution. Merci à vous. Je prends comme ça, puis faire. Dommage, le message n'est pas signé. Nous n'aurons pas le temps de véritablement relayer toutes ces contributions, puisqu'il y en a par milliers. Robert de Mimoman, bonsoir, merci à vous. Nous sommes, je l'ai dit, à l'orée d'un moment important de la vie politique de notre pays, le Cameroun. Rassurez-vous, Info TV sera au cœur de l'événement avec, c'est un souhait majeur que j'adresse ici à l'ensemble de la classe politique, avec vous,
puisque nos espaces sont ouverts justement pour que ceux-là qui ont une offre à présenter aux Camerounais viennent s'exprimer. Vous avez le média républicain que nous représentons qui justement ouvre ses portes pour que les candidats s'expriment, qui ne laissent pas de confusion, qui ne laissent pas de place au doute, qu'ils viennent s'exprimer parce que justement on a besoin d'un débat républicain qui va amener à ce que les Camerounais le 12 octobre fassent leur vote, leur choix en leur âme et conscience, j'ajoute même en connaissance de cause. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur Ouro Africa. Bien le bonsoir. Ici, c'est ça,